La pluie est arrivée avant elle, et la route d'Asheville s'était transformée en boue noire, au moment où la charrette a atteint les piliers du portail. Les ornières des passages précédents étaient déjà assez profondes pour engloutir une botte. Les haies de chaque côté n'avaient pas été taillées depuis si longtemps. La lumière les traversait sous un angle gris et diffus. L'après-midi de novembre ressemblait déjà au crépuscule. Elle a entendu le bruit avant d'en voir la cause. Une profonde détresse bovine, particulière et urgente. Impossible à ignorer pour quiconque a grandi près des pâturages. Le genre de cri qui signale une créature en réel danger. Pas une simple plainte contre le froid. Elle est descendue de la charrette avant même que le cocher n'arrête complètement le cheval. Ses bottes se sont enfoncées jusqu'aux chevilles dès le premier pas. Sa cape était déjà sombre sur les épaules. La pluie tombait sans se presser depuis 4 heures. Et elle courait déjà vers la clôture du pâturage sud, avant même que l'un des 3 hommes présents n'ait pensé à bouger. Les 3 hommes avaient déjà évalué la situation, et ils l'avaient jugée sans espoir. Les hommes qui jugent une situation sans espoir ont une posture particulière. Le poids sur les talons, les bras croisés. Ils observent avec le détachement patient de ceux qui ont accepté la perte, et qui préféreraient ne pas avoir à y repenser. Elle ne leur a pas demandé de reconsidérer. Elle a pris la corde de la main de l'homme le plus proche, sans regarder son visage. Son visage n'était pas l'information dont elle avait besoin. Elle l'a enroulé 2 fois d'une manière que l'homme ne reconnaissait pas. Ce n'était pas la méthode conventionnelle, mais c'était la bonne pour l'angle et la profondeur exacte de ce marécage. Elle a lancé 2 brèves instructions aux 2 autres hommes. Sa voix supposait l'obéissance, sans avoir besoin de la négocier. Et en moins de 8 minutes, la génisse était sur la terre ferme. Elle tremblait, mais elle était saine et sauve. Ses flancs étaient sombres de boue. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de l'indignation particulière d'un animal qui a survécu à quelque chose, et qui n'a pas encore décidé quoi faire de cette expérience. La génisse s'est relevée, puis a marché, d'un pas mal assuré au début. Elle se dirigeait vers la clôture et les autres bêtes qui se trouvaient derrière. Elle s'est essuyé les mains sur l'herbe et la regardait partir. L'intendant du domaine est arrivé depuis la cour de l'écurie. Il arborait déjà un sourire prudent. C'était un homme mince nommé Fortescue, allait-elle apprendre. Son amabilité était si constante qu'elle était devenue, avec le temps, une sorte de déclaration en soi. Il a commencé à expliquer, sur le ton d'un homme corrigeant un enfant qui a résolu un problème par accident, ce qu'elle avait mal fait en le faisant. Le placement de la corde, la méthode d'instruction, la perturbation de la procédure établie des hommes. Elle a tout écouté sans l'interrompre. Ses mains étaient encore humides de l'herbe. Son regard s'est tourné une fois vers la génisse, qui mangeait maintenant. Elle mangeait avec la certitude tranquille d'un animal sans aucun souvenir des événements récents. Quand Fortescue a eu fini, elle a dit « oui », rien de plus. Depuis la terrasse supérieure de l'aile est, qu'elle ne pouvait pas voir de là où elle se tenait, et qu'elle ne verrait pas correctement avant plusieurs mois, un homme observait toute la scène. Il était derrière la balustrade en pierre, les mains jointes dans le dos. Son manteau était sombre de la pluie qu'il n'avait pas cherché à éviter. Il était là, apprendrait-elle plus tard, depuis le bruit de la corde jusqu'au moment où la génisse s'est éloignée. Il s'est retourné quand l'homme d'affaires de longue date de la famille, Alderton, est venu se tenir à ses côtés. Il a dit, d'un ton neutre, celui de quelqu'un qui rend un verdict sans aucun intérêt, laissez-la se ruiner en essayant. Alderton était au service de la famille depuis assez longtemps pour avoir développé de fortes convictions personnelles. Il les exprimait, si tant est qu'il le fasse, par le placement précis des objets et la qualité de ses silences. Il a baissé les yeux vers la femme dans la boue. Elle marchait déjà vers le vacher. D'une voix claire et audible, celle de quelqu'un habitué à être écouté par grand vent, elle l'interrogeait. Elle posait des questions sur la profondeur du drainage du pâturage sud et l'état du reste du troupeau. Alderton n'a rien dit. Il a classé ce qu'il avait vu à l'endroit où il gardait les choses qui auraient de l'importance plus tard. Si vous avez déjà vu commencer quelque chose que les gens autour ne percevaient pas encore, alors installez-vous confortablement avec moi. J'adorerais savoir dans les commentaires ce qui vous a attiré en premier dans des histoires comme celle-ci. Son nom, celui qu'elle utilisait, était Eleanor Marsh. Elle l'avait choisi en octobre, sur le banc d'un relais de poste. Le feu fumait, et les autres passagers triaient leurs bagages autour d'elle. C'était le 2e prénom de sa mère et le nom de famille de sa grand-mère. C'était donc à moitié vrai. C'était le plus proche de la vérité qu'elle pouvait honnêtement atteindre,
compte tenu des contraintes sous lesquelles elle opérait. Son père lui avait appris que l'honnêteté sous contrainte restait de l'honnêteté, et elle avait découvert dans les 6 semaines suivant sa mort que cette distinction comptait plus qu'elle ne l'avait prévu. Le nom qu'on lui avait donné à la naissance était Cassandra Ellery, et ce nom était lié par le mécanisme d'un arrangement de tutelle qu'elle n'avait pas choisi et ne pouvait légalement dissoudre sans argent qu'elle n'avait pas, à une dette que son père avait contractée dans la dernière année de sa maladie. Son tuteur, un homme nommé Gerald Ashby, remboursait cette dette avec une grande patience théâtrale, tout en accumulant simultanément des intérêts à un taux qui assurait qu'elle augmentait plutôt que de diminuer. L'arrangement était légal, comme Ashby aimait à le souligner. Il le disait avec le ton spécifique d'un homme qui comprend que la légalité et la justice sont souvent étrangères l'une à l'autre. Et il avait fait la paix avec cela. Avant de partir, elle avait consulté un avocat. Il avait lu le document 2 fois et lui avait dit avec un regret sincère et non feint qu'il n'était pas clairement constitué. Il pouvait être contesté sur cette base, mais le contester nécessitait un tribunal, et un tribunal nécessitait des fonds. Elle n'avait ni le temps ni l'argent, et Ashby le savait. Elle est partie un samedi matin d'octobre, avant que la maisonnée où elle logeait ne se réveille. Elle a pris 3 robes, les papiers de son père et la règle de mesure en cuivre dans son étui en cuir usé. C'était la seule chose qu'elle avait refusé de vendre pendant 3 semaines, alors que sa vente aurait fait une différence matérielle. Dans la diligence, elle avait calculé avec la précision de quelqu'un que l'arithmétique apaise. Il lui restait 311 jours avant que l'autorité légale d'Ashby sur elle n'expire, au terme de sa majorité. 311 jours. Elle a écrit le nombre une fois dans son petit carnet et ne l'a pas réécrit. L'écrire une 2e fois était le genre de chose qui produisait la panique plutôt que la clarté. Et elle devait être présente pour tout ce qui allait suivre. L'annonce pour une gouvernante à Asheville se trouvait dans une gazette laissée par un précédent passager. Elle était pliée à la page des annonces domestiques, comme si quelqu'un avait eu l'intention de répondre puis avait changé d'avis. Elle l'a lue 3 fois, une fois pour le contenu, une fois pour les sous-entendus, une fois pour confirmation. Ce que cela impliquait entre les lignes d'un langage formel et prudent, c'était que le domaine était en difficulté. Les processus de nomination rigoureux avaient été suspendus. Et quelqu'un avait besoin d'aide assez désespérément pour embaucher par correspondance, sans entretien. Elle a postulé sous le nom d'emprunt avec une lettre de recommandation qu'elle a composée elle-même. Elle imitait la calligraphie précise d'une femme qu'elle avait rencontrée une fois dans une bibliothèque de près. Elle s'en souvenait assez clairement pour la reproduire. C'était un faux, et elle le savait. Elle a pris note de ce fait et a continué d'avancer. S'arrêter pour être scrupuleuse sur l'instrument qu'elle utilisait pour survivre aurait exigé qu'elle soit déjà en sécurité. Et elle n'était pas encore en sécurité. Elle a été nommée dans les 6 jours suivant l'envoi de la lettre. Cela confirmait que le besoin était grave et que la référence n'avait pas été vérifiée. Elle a mis le pied sur la propriété au début de novembre. Elle avait ses 2 faits dans la poche de son manteau, à côté de la règle en cuivre. Elle s'est tenue dans le hall d'entrée et a commencé à compter, de la manière calme et systématique que son père lui avait enseigné. 14 vitres dans les fenêtres supérieures, remplacées par de la toile cirée. 3 poutres dans le plafond du grand couloir, avec ce que son père appelait une inclinaison persuasive. Pas encore dangereuse, mais travaillant avec conviction. Une cheminée dans le salon du matin, sentant la cendre humide et l'humidité stockée. Cela signifiait que le solin en haut avait cédé. L'eau s'infiltrait probablement depuis le printemps précédent, peut-être même celui d'avant. Dans la cuisine, les provisions étaient faites pour 6 personnes, alors qu'il fallait en nourrir 20. Et la farine dans le bac était coupée avec de la balle. La cuisinière l'avait fait avec la patience de quelqu'un qui a cessé d'espérer que les conditions s'améliorent. Elle avait tourné toute son attention vers la gestion de ce qui était. Elle a parcouru la maison pendant 3 jours avec la règle en cuivre et le petit carnet. Il était organisé par lieu plutôt que par catégorie, pièce par pièce, état par état. Les interconnexions étaient notées dans les marges, là où une défaillance à un endroit était la cause de dommages à un autre. L'aile était la pire. Le toit au-dessus de ce qui avait été autrefois un salon de dames avait perdu une section de solin en plomb. Elle l'estimait à 12 pieds carrés. L'eau qui s'y infiltrait depuis 2 hivers ou plus avait courbé le plancher en dessous sur un rayon de 10 pieds. Elle avait fait tomber le plâtre du plafond en une tache brune qui était encore humide quand elle y a posé la paume.
Cela signifiait que la défaillance était continue, silencieusement et constamment, à chaque pluie. La pièce en dessous avait été verrouillée. La clé ne se trouvait pas sur le trousseau qu'on lui avait donné à sa nomination. Quand elle a interrogé Fortescue à ce sujet, il a dit de sa voix agréable que le duc préférait que cette aile ne soit pas dérangée. Elle a noté cela et a continué. Le potager était planté par habitude. Même culture, même rangée, même sol fatigué. Il produisait à environ 40% de ce que cette terre pouvait donner avec une rotation appropriée. La laiterie avait un bon équipement, mais mal entretenu. Le beurre était irrégulier, le lait transformé en fromage plus tard qu'il n'aurait dû. Le produit était adéquat, d'une manière qui coûtait discrètement à la maisonnée chaque semaine. Elle n'a rien dit de tout cela à voix haute. Elle l'a écrit dans le carnet. Le carnet était la seule forme de parole qu'elle pouvait utiliser librement. Elle le remplissait d'une écriture de comptable compacte, qui n'avait pas de sentiment sur ce qu'on lui disait. Le personnel extérieur était en nombre suffisant, mais avait le moral en berne, d'une manière récupérable. L'esprit n'était pas parti, seulement non confirmé depuis assez longtemps pour commencer à douter de lui-même. De l'extérieur, cela ressemblait à de l'indifférence, mais c'était tout autre chose de l'intérieur. En bas, elle a commencé à connaître les gens par leurs fonctions d'abord, puis par leurs qualités particulières. Madame Tanner, la cuisinière, qui gérait une cuisine impossible avec la dignité de quelqu'un, qui a décidé que la dignité est la seule chose qu'on ne peut lui prendre sans son consentement. Polly, une jeune servante qui apportait ses problèmes à tout le monde et n'était écoutée par personne. Par conséquent, elle apportait des problèmes plus importants à des intervalles plus courts. Graves, un homme d'extérieur qui touchait son chapeau à quiconque, montrait qu'il connaissait son affaire. Il refusait cette courtoisie à presque tout le monde à Asheville depuis un certain temps. Et à travers tout cela, silencieux comme une note de basse sous la musique quotidienne de la maisonnée, il y avait Fortescue. 4 ans en poste, chaque clé, chaque ordre contresigné. Il ne rendait de compte à personne. L'homme qui aurait dû poser des questions ne supportait pas de s'asseoir dans le bureau du domaine. Et la gouvernante précédente s'en était remise à lui pour tout, par un mélange de respect et de prudence qui s'était solidifié avec le temps en habitude. Elle était finalement partie dans des circonstances que personne ne décrivait clairement quand on le demandait. Elle n'a pas posé la question une deuxième fois. Elle a mis ce qu'elle avait remarqué dans le carnet, l'a fermé et s'est appliquée à être invisible. La convocation est arrivée le 4e matin, remise par Alderton en personne. Elle avait déjà commencé à comprendre que c'était en soi une forme de communication. Alderton ne transportait pas de notes qu'il considérait comme routinières. Il lui a tendu une page pliée sur du beau papier. Il se tournait déjà vers le couloir avant qu'elle n'ait fini de la lire. Cela suggérait qu'il considérait sa conformité comme une affaire déjà réglée. Lady Everton demande la nouvelle gouvernante à 10 heures. Jusqu'à ce matin-là, elle ne savait pas qu'il y avait une Lady Everton. Les pièces qu'elle occupait au 2e étage de l'aile sud étaient impeccables, d'une manière que le reste de la maison n'était pas. Pas l'impeccabilité des pièces jamais utilisées, mais celle des pièces utilisées précisément et correctement par quelqu'un qui comprend la différence. La différence entre l'ordre maintenu par anxiété et l'ordre maintenu par autorité. La femme de chambre personnelle qui l'a admise se déplaçait avec l'économie d'une personne qui a passé des décennies à protéger quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. La vieille femme dans le fauteuil à oreilles, près d'un feu correctement entretenu. Les rideaux tirés à l'angle requis par la lumière du matin plutôt qu'à l'angle le plus pratique. Elle l'a regardé sans préambule, avec la patience évaluatrice d'un bon expert foncier examinant une propriété. Pas méchamment, mais sans intention de laisser la gentillesse se substituer à la précision. « Dites-moi ce que vous avez vu », a-t-elle dit, « et ne soyez pas pleine de tact. » La nouvelle gouvernante lui a parlé. La superficie en pieds carrés de la défaillance du Solin. Le déficit de rendement en pourcentage dans le potager. L'écart entre les stocks du garde-manger et les besoins de la maisonnée. L'équipement de la laiterie, les poutres du couloir, la cheminée. Les chiffres spécifiques et les causes spécifiques. Elle a tout donné en chiffres, car les chiffres étaient ce qu'elle avait. Et parce que la vieille femme avait spécifiquement demandé l'absence de tact. Lady Everton a écouté sans expression. Et quand ce fut fini, elle a regardé le feu et a dit « Mon neveu n'a pas été dans l'aile est depuis que sa femme est morte dans la pièce, sous ce solin cassé, il y a 3 hivers.
Il a signé l'ordre de réparation le premier hiver après. Apparemment, il n'a pas été exécuté. Et il ne l'aurait pas vérifié, car la vérification aurait nécessité de s'approcher de l'aile. Et quelqu'un a compris cela et a choisi de ne pas le déranger avec cette divergence. Vous voyez la forme que ça prend. Elle voyait la forme que ça prenait. Le deuil n'était pas un problème en soi. Le deuil était une saison, et la plupart des gens et la plupart des bâtiments pouvaient survivre à une saison. Le problème, c'était quand le deuil devenait la fondation de l'architecture d'une autre personne, et que cette architecture développait son propre intérêt à la continuation du deuil. Lady Everton s'est levée avec l'efficacité prudente de quelqu'un qui a négocié un arrangement de longue date avec les limites de son corps. Elle a pris sur la cheminée un trousseau de clés sur un crochet en laiton. Un trousseau complet, nota-t-elle, plus lourd que celui qu'on lui avait donné à sa nomination. Et incluant, confirmerait-elle plus tard, la clé du salon verrouillé. Elle l'a posée sur la table entre elles. Il a dit à Alderton qu'elle était venue ici pour se ruiner en essayant, dit-elle. Sa voix avait la qualité d'une femme qui a été patiente longtemps. Patiente à propos de quelque chose qu'elle savait déjà. Je vous autorise à essayer pour de bon. Vous me rendrez des comptes à moi, pas à Fortescue. Et s'il conteste cela, il pourra en discuter directement avec moi. Elle a mis le trousseau dans la poche de son manteau, à côté de la règle en cuivre, et a commencé le travail dans l'ordre requis. La cuisine d'abord, car on ne peut rien demander aux gens avant qu'ils n'aient été correctement nourris. Et une cuisinière, qui a coupé la farine avec de la balle, a été quotidiennement insultée, dans un langage qu'elle comprend parfaitement, même si personne ne l'a nommé. Elle a commandé des provisions dans les quantités correctes via le compte établi, sans demander la contre-signature de Fortescue, car la clé du compte de provisions était sur le trousseau de Lady Everton. Fortescue a découvert cela le mardi de sa deuxième semaine. Le sourire n'a pas changé. Il a dit, sur le ton de quelqu'un qui se montre serviable, qu'elle pourrait vouloir confirmer les commandes importantes avec lui d'abord, par souci de cohérence. Elle a dit « Merci, je garderai cela à l'esprit ». Elle l'a gardé avec la considération qu'il méritait, c'est-à-dire aucune. La troisième semaine, en bas, un pari a été fait. Grave et deux garçons de cuisine, avec Polly comme témoin réticente, puis finalement enthousiaste. Ils pariaient sur le temps que mettrait la nouvelle gouvernante à partir, à la manière de ses prédécesseurs. 3 semaines était l'estimation la plus courte. Graves a misé son argent sur 8 semaines, ce qui faisait de lui l'optimiste du groupe et lui a valu quelques moqueries légères. Elle l'a appris par Polly, car Polly finissait par tout lui dire. Elle n'a rien fait à ce sujet, sauf comprendre que la maisonnée avait appris à s'attendre à l'abandon. Il faudrait du temps, pas de la persuasion, pour qu'il croie le contraire. Elle a réparé l'équipement de la laiterie avec une partie du budget récupéré. Elle avait éliminé 3 dépenses redondantes qu'elle avait identifiées la première semaine et vérifié la deuxième. Des paiements récurrents pour des quantités qui ne correspondaient pas à ce qui avait été reçu. Madame Tanner a observé les travaux de la laiterie avec l'attention de quelqu'un qui a travaillé en deçà de ses capacités. Elle sait qu'un plafond existe et a porté cette connaissance seule pendant trop longtemps. 2 jours après la réparation de l'équipement, elle a dit, sans qu'on le lui demande, que le beurre de cette semaine était le meilleur depuis le départ de la gouvernante précédente. Ce que la nouvelle gouvernante a compris comme signifiant, avant que l'arrangement de Fortescue ne devienne total. Elle a classé cette information avec le reste. Car les comptes qu'elle lisait maintenant avec l'ensemble des clés ne concordaient pas de manière flagrante, ni d'une manière qui forcerait une question de la part de quelqu'un qui n'en cherchait pas déjà une, mais de la manière patiente et constante d'une divergence construite au fil du temps. Par quelqu'un qui comprenait que la malhonnêteté la plus durable est celle qui reste juste en dessous du seuil ou quiconque se sent en droit de contester. Les coûts d'approvisionnement étaient de 11% plus élevés que ce que les quantités reçues pouvaient justifier. Elle a vérifié cela par rapport à ses propres commandes, par rapport à 3 mois d'archives antérieures, et le chiffre tenait. Elle l'a écrit sur une feuille pliée et l'a mise à l'intérieur de l'étui en cuir de la règle en cuivre. C'était la seule chose en sa possession dont elle était certaine qu'elle n'avait jamais été examinée. Elle a trouvé la 2e série de livres un jeudi de février, lors de son 4e mois à Asheville, dans une salle de stockage près du bureau du domaine. Elle y était allée pour tracer une infiltration d'eau dans le plafond au-dessus. Ce qui était vrai, car les bâtiments canalisent l'eau dans des directions prévisibles si vous avez appris à les lire. Et ce bâtiment, elle commençait à le connaître comme on connaît un corps dont on a pris soin. Le panneau dans le mur du fond était lâche,
car les goupilles des charnières avaient été remplacées par des plus courtes, la facilité d'accès ayant été la priorité initiale. Et le coin inférieur s'est soulevé lorsqu'elle a appliqué une pression au bon endroit. Derrière se trouvaient deux registres reliés à l'identique avec des couvertures vert foncé, l'un avec un dos usé par la manipulation, l'autre propre. Elle a pris celui qui était usé jusqu'à la fenêtre. Les entrées remontaient à 38 mois. La colonne des paiements de fournitures retenus, de l'argent détenu comme un crédit courant contre de futures commandes de marchands, légitime en concept et donc utile pour la dissimulation, montrait des chiffres qu'elle ne pouvait concilier avec aucun bon correspondant dans les comptes principaux. La divergence était constante dans sa direction et variait dans ses montants individuels, de la manière dont une personne prudente varie les montants pour déjouer la reconnaissance de schémas, tout en maintenant un taux d'extraction global stable. Elle a additionné la colonne 2 fois parce qu'elle aimait confirmer l'arithmétique. La perte totale pour le domaine sur 38 mois était de 943 livres. Elle est restée très immobile. Pas l'immobilité du choc, qui est involontaire, mais l'immobilité d'une personne qui a confirmé ce qu'elle soupçonnait et qui doit maintenant faire face à ce que la confirmation lui coûte. Elle a replacé le registre, fermé le panneau et se tenait debout, les bras croisés, à regarder le plafond taché d'eau. C'est à ce moment que Fortescue est apparu dans l'embrasure de la porte. Il se déplaçait avec la lenteur d'un homme qui arrive à un moment qu'il avait anticipé. Ils ont discuté de l'infiltration d'eau pendant 2 minutes et son sourire n'a pas changé. Mais la qualité derrière celui-ci avait changé. Comme la lumière change dans une pièce quand un nuage passe devant le soleil dehors, sans que personne ne le remarque. Il savait qu'elle avait l'ensemble des clés. Il avait surveillé le moment où elle ouvrirait cette pièce. Elle a compris, en discutant des angles de drainage pendant qu'il observait son visage avec la patience d'un joueur d'échecs qui a préparé cette position sur de nombreux coups, que le piège n'avait pas été conçu pour elle spécifiquement. Il avait été conçu pour quiconque viendrait chercher, et il lui convenait précisément parce qu'elle cachait quelque chose, et il le savait. Quiconque l'accuserait devrait d'abord expliquer qui il était réellement, et l'explication détruirait le peu d'abri qui lui restait. Elle a passé 3 jours dans une peur silencieuse et épuisante. Pas le genre qui clarifie l'attention, mais le genre circulaire qui revisite le même argument avant l'aube sans résolution, et qui n'offre rien de nouveau à 3 heures du matin. Le 4e jour, elle est allée au village sous prétexte d'un litige de clôture dans les comptes des locataires. Elle a frappé à la porte d'un cottage au bout de la ruelle. Il avait été fourni sans loyer de mémoire d'homme, en reconnaissance de 40 ans de service fidèle du mari de son occupante. L'occupante était Madame Copps, âgée de 70 ans. Elle avait le visage d'une femme qui a décidé que la dignité survit au grief. Le loyer avait été augmenté 3 fois en 2 ans. Chaque augmentation était programmée à une période où le duc était peu susceptible de s'occuper de la correspondance des locataires. Et Madame Copps avait fait face aux augmentations grâce à un petit héritage. Il était maintenant réduit à assez pour durer jusqu'à l'automne suivant. Elle n'en avait parlé à personne. Elle était fière. On lui avait fait comprendre, par des insinuations si douces, que cela ne pouvait être qualifié de menace, seulement de suggestion des questions qui pourraient suivre si elle en posait. Que se plaindre pourrait entraîner un examen de la question de savoir si l'arrangement du cottage devait se poursuivre. Elle était assise dans sa cuisine avec cela, comme une pierre dans sa poche, et elle était assise avec depuis 2 ans. En retournant à Ashfine, dans le froid de février, la nouvelle gouvernante a compris toute la machine, avec une clarté disponible seulement de l'extérieur. Ce n'était pas compliqué. C'était soutenu par la décence de ses victimes, leur fierté, leur loyauté, leur peur raisonnable de perdre la dernière petite chose qu'elle possédait encore. Chaque personne capable de le perturber avait plus à perdre en parlant qu'en se taisant. Et Fortescue avait arrangé cela non par cruauté, mais par une attention patiente et précise. Une attention à ce que chaque personne appréciait le plus et craignait le plus de perdre. Elle est retournée dans sa chambre et a commencé à construire des preuves plutôt qu'à lancer une rumeur. Car une rumeur était ce qu'il attendait de quelqu'un dans sa position. Et la preuve exigeait que les témoins se comportent différemment. Elle a travaillé à la lueur des bougies, dans l'heure avant que la maison ne se réveille et l'heure après qu'elle se soit endormie. Et elle a travaillé pendant 6 semaines. Le travail n'était pas spectaculaire. C'était de la répétition et de la vérification. Un chiffre écrit, une source vérifiée, une référence croisée confirmée.
Elle a trouvé 3 erreurs dans ses propres calculs et les a corrigées. Et elle a trouvé 2 irrégularités supplémentaires qu'elle n'avait pas remarquées auparavant et les a ajoutées au total. Et au bout de 6 semaines, elle avait 31 pages de son écriture de comptable compacte. Chaque chiffre était sourcé avec une date, un document et une référence croisée. Le total était indiqué en haut et en bas, en chiffres et en toutes lettres. Elle l'a mis avec la règle en cuivre et n'a rien dit, car il n'y avait encore aucune utilité à une chose qu'elle ne pouvait pas encore utiliser. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je suis heureux que cette histoire vous ait trouvé. Pensez à vous abonner. Il y en a d'autres comme celle-ci, et je ne voudrais pas que vous les manquiez. La bibliothèque faisait son propre travail plus silencieux depuis décembre. Le duc s'y rendait le soir. C'était la bibliothèque de son père, et il s'y déplaçait comme on se déplace dans une pièce que l'on connaît depuis l'enfance. Sans penser à l'emplacement des choses. La nouvelle gouvernante avait commencé à utiliser la table secondaire lors de sa 3e semaine. La lumière était meilleure pour les comptes, et c'était une décision pratique, et elle l'avait prise sans demander, car demander aurait transformé une décision pratique en une déclaration. Il n'a pas commenté sa présence le premier soir, ni le deuxième. Le 3e, il a mentionné que la cheminée du couloir est tirée mal, sur le ton d'un homme qui nomme un problème avec lequel il vit, plutôt qu'un quai qu'il s'attend à voir résolu. Et elle lui a dit, avant qu'il n'ait fini sa phrase, que c'était un blocage partiel au 3e déflecteur. Elle l'avait identifié en inspectant le conduit de cheminée lors de sa première quinzaine. Il l'a regardé alors, pas comme il l'avait regardé depuis la terrasse le premier jour, ce qu'il ne savait pas, mais directement, avec l'expression mesurée de quelqu'un dont le jugement établi vient d'être contredit, et qui décide s'il doit le réviser ou simplement noter la complication. Il n'a rien dit, il est retourné à son travail, mais il n'est pas parti à l'heure où il aurait pu le faire. Et le soir suivant, il était de nouveau là. Et en décembre, la bibliothèque était devenue une pièce qui contenait 2 personnes travaillant dans le même silence. Ce qui est un type de pièce différent de celle qui contient une seule personne travaillant seule, bien qu'aucun d'eux n'ait nommé la différence ou semblé enclin à le faire. Un soir, il a demandé, dans le registre plat et direct, qui était son mode le plus naturel, pourquoi elle était encore là. Par quoi elle a compris qu'il voulait dire « Vous semblez avoir des capacités qui dépassent ce poste, et vous êtes ici depuis assez longtemps pour avoir vu exactement ce que c'est. » Elle lui a dit qu'elle avait des affaires inachevées, ce qui était vrai, et il l'a accepté sans insister, ce dont elle lui était reconnaissante. Car la réponse complète nécessitait une confiance qu'elle n'avait pas encore bâtie, et elle n'aurait pas pu donner une vérité partielle à une question directe de sa part, sans que la partialité ne se voie sur son visage. Les soirées à la bibliothèque se sont poursuivies en janvier et février, et jusqu'au printemps. Et elles ne sont pas devenues spectaculaires, ce qui était la chose qu'elle trouvait la plus réconfortante à leur sujet. C'était simplement 2 personnes dans la même pièce, faisant le travail que chacun devait faire. Et l'accumulation des soirées avait produit quelque chose auquel aucun d'eux n'avait formellement consenti. Lady Everton a transféré officiellement les clés de la maisonnée en avril. Un acte écrit, attesté par Alderton, qui a accompli le témoignage avec l'immobilité particulière qu'il utilisait pour enregistrer les choses, pour référence ultérieure. En juillet, une femme nommée Madame Strake est arrivée. Angulos, habillée avec précision, une ancienne relation de la défunte duchesse. Elle était venue à Ashvale, avec le désespoir étroitement contrôlé de quelqu'un qui a besoin d'un poste, et qui comprend que dissimuler ce désespoir est la première condition pour l'obtenir. Elle était intelligente. En 2 jours, elle avait remarqué plusieurs choses sur Fortescue qu'aucun visiteur n'aurait dû remarquer si rapidement. Ce qui a indiqué à la nouvelle gouvernante que Madame Strake était arrivée déjà informée par quelqu'un de l'endroit où regarder. En 1 semaine, elle était au village à poser des questions sur Eleanor Marsh. Ce qu'elle y a trouvé, le nom d'emprunt, la candidature par correspondance, l'absence de tout dossier antérieur d'une Eleanor Marsh dans le comté voisin, elle l'a assemblé, avec la minutie efficace de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il construit et pourquoi. Et un mois, elle avait écrit une lettre qu'elle n'a pas mentionnée, et dont la nouvelle gouvernante ne pouvait que deviner la destination. Elle ne se trompait pas sur la destination, elle se trompait simplement sur ce que la lettre livrerait. Le matin où tout est arrivé en même temps était à la fin du mois d'août. Clair et calme, le ciel d'un bleu pâle, particulier d'une journée qui s'est engagée à tenir. Une odeur de moisson dans l'air.
les champs autour du domaine coupés ou presque, toute la propriété au moment annuel des comptes. C'est exactement pourquoi elle avait choisi ce matin et pas un autre. Le duc avait annoncé pour la première fois en 3 ans que les comptes du domaine seraient examinés en séance publique dans la cour d'honneur, comme son père et son grand-père l'avaient fait avant lui. Une forme de reddition de comptes publics avec les gens dont le travail et la location avaient produit des chiffres. Toute la maisonnée s'était rassemblée. La nouvelle de la reprise s'était répandue et les gens étaient venus des coins les plus reculés de la propriété pour voir si c'était vrai. Fortescue se tenait là, son sourire à son apogée. Madame Strake s'était positionnée de manière à pouvoir voir à la fois le duc et la nouvelle gouvernante simultanément. C'était un arrangement tactique, et elle portait l'expression de quelqu'un qui attend qu'une information tombe et qui regarde où elle atterrit. Alderton occupait la marge. Madame Copps avait marché le mille depuis le village, parce que Graves avait envoyé un message et parce qu'elle attendait quelque chose depuis 2 ans. Elle avait décidé qu'un mile n'était pas trop à donner pour la possibilité de cela. La voiture qui a franchi les portes à 9 heures était une que la nouvelle gouvernante a reconnue à la couleur de ses panneaux avant qu'elle ne s'arrête. Gerald Ashby en est descendu avec l'allure d'un homme venant récupérer un bien pour lequel il a été patient. Et elle avait toujours été, dans sa conception des choses, un bien en attente d'être récupéré. Il a dit son vrai nom devant toute la maisonnée assemblée, avec l'intonation légale précise de quelqu'un qui a répété chaque syllabe. Cassandra Ellery, pupille sous sa tutelle, en violation des termes de son arrangement. Et il la ramènerait avec lui aujourd'hui. Il a produit le document et l'a tenu à la manière de quelque chose de final. Le sourire de Fortescue a atteint sa largeur maximale. Le visage du duc est devenu l'expression fermée d'un homme qui a reçu une information et n'a pas encore déterminé quoi en faire. Madame Strake, la nouvelle gouvernante l'a compris à ce moment-là, n'avait pas seulement écrit à Ashby, elle avait partagé l'adresse. Et Ashby était venu en croyant que le moment était à son avantage. Ce n'était pas le cas. Elle avait compté 311 jours sur ce banc de relais de poste. Elle les avait tous comptés jusqu'en février, lorsque le comptage avait été remplacé par quelque chose de plus urgent. Elle n'avait pas suivi les dernières semaines avec précision. Elle savait qu'elle était proche du nombre, à une quinzaine de jours près, croyait-elle. Et donc elle n'a ressenti aucune grande surprise lorsque l'avocat a confirmé 1 heure plus tard qu'elle avait atteint sa majorité 11 jours plus tôt. Ashby s'était dépêché d'arriver avant que la fenêtre ne se ferme. Et il était arrivé 11 jours trop tard. Et elle ne le savait pas, et cela ne lui a donné ni plaisir ni avantage. Car l'avocat a également confirmé, de la même voix mesurée, que l'acte était incorrectement constitué en vertu de la loi pertinente, et qu'il l'avait été depuis sa création. La dette n'était pas légalement la sienne et ne l'avait jamais été. Mais tout cela est venu plus tard. Ce qui est venu en premier, c'est la chose qu'elle devait à l'homme dans la maisonnée duquel elle avait travaillé, sous un nom qui ne lui avait pas été donné. Elle a laissé Ashby finir. Elle avait appris, au cours des mois de travail, à la lueur des bougies, que l'appréhension d'un moment et le moment lui-même n'ont jamais la même taille. Elle a dit « Je vous dois une explication ». Elle a donné son vrai nom, la nature de la dette et l'acte de tutelle. Son père, qui avait été agent foncier et était mort en octobre. Il laissait de l'argent qu'il avait emprunté pendant sa maladie et n'avait pas survécu pour le rembourser. L'avocat qui avait trouvé l'acte discutable, mais qui nécessitait des fonds qu'elle n'avait pas pour le contester. La fausse lettre de recommandation d'une main empruntée. Elle a dit cela simplement, sans l'adoucir. Et le nom d'emprunt est la raison de celui-ci. Les mois à Ashvale, pendant lesquels elle avait su pour le vol et avait eu peur de parler. Parce que parler exigeait d'être visible, et elle n'était pas prête. Et elle avait eu tort de ne pas être prête plus tôt. Elle a dit cette dernière partie sans excuse. Puis elle a posé les 31 pages sur la table. Chaque chiffre est sourcé, daté et avec une référence croisée, a-t-elle dit. Et le registre derrière le panneau dans la salle de stockage près du bureau du domaine confirmera chaque ligne. Et si Fortescue souhaite contester une entrée spécifique, je serais heureuse de l'examiner avec lui ici, devant toutes les personnes présentes. Fortescue a fait un bruit, pas tout à fait un rire, pas tout à fait du mépris, mais précisément le son d'un homme qui a décidé qu'une performance d'amusement supérieure est sa meilleure option restante. Une brève expiration qui transmettait « Ceci est indigne d'une attention sérieuse ». C'était le mauvais son à faire. Le duc avait observé le visage de Fortescue pendant qu'elle parlait, pas les documents.
Et le son lui a tout dit ce que les documents décrivaient, sans qu'il ait besoin de les lire. Alderton s'est dirigé, sans qu'on le lui demande, vers le bureau du domaine. Il est revenu en 11 minutes, portant le registre vert usé. Les chiffres ont été posés à côté des livres de comptes et examinés. Fortescue a été renvoyé avant midi, sans drame et sans satisfaction de la part de quiconque. Le renvoi a été mené par le duc avec la brièveté de quelqu'un pour qui la conversation est déjà terminée. Ashby a été pris en charge par l'avocat, qui est arrivé du village en moins d'1 heure. Il a établi le défaut de l'acte en 90 minutes. Et Ashby est parti dans sa voiture sans elle et avec un calme qu'elle ne lui avait jamais observé auparavant. Madame Strake était la dernière affaire de la matinée. Le duc lui a offert une petite rente fixe et la gestion d'un domaine dans le comté voisin. Un domaine qui ne produisait rien faute d'attention constante. Une offre réelle, faite de la voix d'un homme pensant à ce qui était utile plutôt qu'à ce qui était gracieux. Madame Strake a accepté. Avant de quitter la cour, elle s'est arrêtée à côté de la nouvelle gouvernante. L'ancien nom, le vrai nom, se réinstallait encore sur elle, comme un vêtement qu'elle n'avait pas porté depuis 10 mois. Elle a dit « Vous auriez pu me prévenir ». La réponse honnête aurait été « J'avais peur, et la peur m'a rendue plus petite que je ne le voulais ». Ce qu'elle a dit, parce que c'était aussi vrai et plus utile, était « Vous posiez les bonnes questions. Quelqu'un aurait dû le faire. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps. » À Madame Copps, elle a dit en privé, quand la cour s'est vidée et qu'elles se sont retrouvées seules dans la chaude après-midi d'août, à son bord, votre loyer est rétabli à ce qu'il était du temps de votre mari, et les arriérés des 2 dernières années ne seront pas perçus. L'homme qui l'a augmenté n'avait aucune autorité pour le faire. Je suis désolé que cela ait duré aussi longtemps. Elle n'a rien ajouté, car tout ajout aurait été pour son propre confort, plutôt que celui de Madame Copps. Et Madame Copps n'avait pas besoin de son réconfort. Elle avait besoin de la chose elle-même, et la chose avait été donnée. Madame Copps l'a reçue avec le calme prudent de quelqu'un qui a attendu longtemps quelque chose, et qui est déterminé à ne pas le recevoir mal. Les 943 livres ont été restitués au compte du domaine en octobre, par des mécanismes qui n'étaient pas spectaculaires et n'ont pas besoin d'être décrits en détail ici, sauf pour noter qu'ils étaient complets, et que les personnes à qui l'on devait ce que cela représentait ont reçu quelque chose de plus proche de ce qui leur était dû que ce que la plupart des gens dans leur position s'attendaient à recevoir. Le toit de l'aile a été réparé cet automne-là. Spécification correcte pour le solin, le travail exécuté par les hommes d'extérieur du domaine en 3 jours sous direction écrite. Suffisant et fait. Le plancher du salon a été évalué par un charpentier qui avait vu pire, et l'a dit. Ce qu'il a pris comme un encouragement, et les planches tendres ont été remplacées sur 10 jours en octobre, et quand la pièce a finalement été ouverte et aérée, et le plâtre du plafond refait, elle est redevenue une pièce au lieu d'une blessure. Le potager a été replanté en septembre sur une rotation appropriée. Et au printemps suivant, il produisait à un rythme qui rendait la performance précédente difficile à se rappeler sans quelque chose comme de l'embarras. La laiterie était en ordre. Le beurre était constant. Madame Tanner a reçu cela sans cérémonie, avec une expression très petite et très contrôlée. L'expression d'une personne qui retrouve un standard qu'elle a toujours su possible. Graves a réglé le pari en novembre. Il avait été l'optimiste du groupe, celui qui avait misé son argent sur 8 semaines quand les autres avaient pris moins. Et il a encaissé la somme avec l'expression d'un homme satisfait d'avoir eu tort sur le départ et raison sur la durée. À peu près à cette époque, il a aussi commencé à lui toucher son chapeau tôt le matin quand il se croisait dans la cour. Le geste complet, délibéré et sans hâte. Celui qu'il réservait aux personnes dont il respectait sincèrement le travail. Et cela, aurait-il dit plus tard, valait considérablement plus que tout ce qu'il avait pu gagner. Bien qu'il ne l'aurait pas dit à voix haute, et personne ne le lui a demandé. Polly a reçu une référence et un poste dans une maisonnée correctement pourvue en personnel, avec une gouvernante qui avait le temps d'écouter. Et elle est partie avec l'adaptabilité joyeuse de quelqu'un qui attendait des conditions dignes d'adaptation, qui est soulagé, plutôt que triste, de constater qu'elles existent. Le 1er juin, l'anniversaire de la défunte duchesse, non célébré à Ashvale depuis 3 ans, il y a eu un rassemblement dans la grande salle, pour chaque personne liée au domaine, locataires, serviteurs et voisins, et une petite assemblée de parents âgés qui s'étaient habitués au cours des 3 dernières années à ne pas être invités aux événements.
Les feux étaient allumés et la table était pleine, de la manière qui signifie une suffisance réelle plutôt qu'une abondance arrangée pour l'effet. Ce qui est une chose différente et plus sérieuse. Madame Copps était assise sur une chaise près du feu, qui avait été placée là spécialement pour elle, et elle a mangé sans calculer le coût par rapport à ce qui restait. Le premier repas en 2 ans pour lequel elle n'avait pas eu besoin de faire le calcul. Lady Everton était assise droite à la tête de la table centrale et observait la pièce, avec l'attention patiente de quelqu'un qui a eu raison sur une chose pendant longtemps et qui regarde les preuves le confirmer. Et elle s'est permise un moment de satisfaction visible qui a duré environ 4 secondes. La durée correcte pour elle. L'offre est venue dans cette pièce, devant tous ceux qui avaient fait partie de tout cela, de la voix plate et simple qui était sa version de la sincérité, pas présentée comme un sauvetage et pas présentée comme une récompense. Et elle précisait explicitement que la décision était entièrement la sienne, et qu'il ne reviendrait pas sur la question si elle donnait une réponse différente. Elle a pris un moment, non pas pour feindre la délibération, mais pour délibérer réellement, car elle était le genre de personne pour qui une grande décision n'est pas prise plus vite par un public. Puis elle a dit oui, à une condition. La condition a été énoncée à voix haute devant la salle assemblée, que le cottage de Madame Copps lui soit formellement attribué pour le reste de sa vie, sans aucune disposition pour un ajustement futur des termes. Cela a été inscrit dans les registres du domaine avant la fin de la soirée. Elle est attestée par Alderton, qui a accompli le témoignage avec l'expression d'un homme qui attendait ce document particulier et qui est heureux de le voir arriver. Sur la table derrière elle, visible dans la pièce éclairée par le feu, se trouvaient 2 choses posées côte à côte. La règle de mesure en cuivre dans son étui en cuir usé, que son père lui avait appris à utiliser sur une colline dans un autre comté quand elle avait 7 ans, et qu'elle avait refusé de vendre dans ses semaines les plus désespérées, et un petit portrait à l'aquarelle de la défunte duchesse jeune femme, trouvé dans le tiroir verrouillé du salon lorsque l'aile a été ouverte en octobre, et laissé là jusqu'au 1er juin, car la pièce avait appartenu à la femme du portrait, et l'ouverture de celle-ci n'appartenait à personne d'autre. 2 objets, un pour l'homme qui lui avait appris à quoi ressemblent de bonnes fondations, et un pour la femme dont le deuil, discrètement exploité, avait failli consumer une maison entière. Tous 2 présents maintenant dans la pièce, où la maison était enfin, simplement, autorisée à expirer. Elle n'avait pris aucun plaisir au renvoi de Fortescue. La narration le dit clairement, car il faut le dire. Non pas qu'elle était trop élevée pour un tel plaisir, mais que lorsqu'elle l'a cherché, il n'était pas là. À sa place se trouvait un soulagement presque incolore, le sentiment d'une structure qui se stabilise enfin sous sa charge correcte. Son père lui en avait parlé une fois, que la satisfaction que l'on imagine dans la défaite de son ennemi est toujours plus grande que la satisfaction qui arrive, et que les gens à qui on a dit cela, et qui l'ont cru à l'avance, ne se sentent que fatigués, puis libres. Elle était de cette dernière sorte. Alderton avait su, comprendrait-elle plus tard, qui elle était à la fin de sa première semaine. Il était au service de la famille depuis assez longtemps pour s'être forgé des opinions privées bien arrêtées, sur les situations dans lesquelles une personne décente pouvait entrer dans des circonstances difficiles et être toujours digne de confiance, et celles où elle ne le pouvait pas. Il n'avait rien dit à personne. C'était, en vint-elle à comprendre, simplement ce qu'il faisait quand il avait décidé quelque chose. Lady Everton a vécu 2 ans de plus après cette soirée de juin, droite jusqu'à la fin. L'esprit clair, de la manière qu'elle avait toujours traité comme une obligation de base. Et elle est morte dans sa propre chambre de l'aile sud, en novembre, ayant vu l'aile est ouverte, le potager renouvelé et la laiterie produisant correctement. Et elle n'a rien dit de particulier à la fin, ce qui était typique d'elle et tout à fait approprié. Des années plus tard, lorsque le domaine était en bon ordre depuis assez longtemps pour que les gens parlent de son état simplement comme de la façon dont il était, quand l'aile était de nouveau occupée et pleine des bruits ordinaires des pièces en usage, quand le potager était celui que les propriétés voisines essayaient d'égaler et n'y parvenaient pas tout à fait, et quand le fromage recevait des éloges spécifiques de la part de gens qui réfléchissent soigneusement au fromage et le disent par écrit. Quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire lui a demandé ce que cela avait fait d'arriver à Ashvale avec un nom d'emprunt et rien d'autre, et de s'entendre dire par l'homme qui en était propriétaire qu'elle se ruinerait en essayant. Elle y a réfléchi de la manière dont elle réfléchissait à l'arithmétique, attendant la bonne réponse plutôt que la première qui apparaissait. Puis elle a dit « J'avais la règle, j'ai toujours eu la règle,
Je savais à quoi ressemblaient de bonnes fondations. Je connaissais la différence entre ce qui était arrêté et ce qui était terminé. Et l'angoisse qu'elle avait portée pendant 10 mois et 311 jours comptés. L'angoisse d'être nommée, trouvée et renvoyée à une dette qui n'avait jamais été la sienne. L'angoisse qui l'avait rendue plus petite en février, qu'elle n'aurait voulu l'être, n'avait pas survécu à sa propre arrivée. Elle s'est dissoute au moment où elle a atterri. Comme l'angoisse a tendance à le faire lorsque la chose contre laquelle elle a monté la garde s'avère occuper moins d'espace que la garde elle-même. La maison tenait bon. Le temps passait, comme il l'avait toujours fait, et la maison tenait bon. Elle avait de bonnes fondations. Elle l'avait su dès le premier matin, avant que quiconque n'ait pensé à lui dire ce qu'elle était autorisée à attendre d'elle-même, avant qu'un verdict ne soit rendu depuis la terrasse supérieure, d'une voix plate qui n'avait pas encore compris de qui elle parlait. C'est ici que je vous laisse. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Je le pense sincèrement, et je suis heureux que vous ayez été là. Dites-moi dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez, et si vous avez déjà connu une angoisse qui était pire à porter qu'à affronter. Si cette histoire est arrivée à un moment utile, j'espère qu'elle vous a aidé. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci. La maison tenait bon, et on lui a permis de respirer à nouveau. Et la femme qui avait su qu'elle valait la peine d'être sauvée, l'avait su avant même qu'on lui donne la permission de le dire.